à toutes et à tous pour ce dernier kiosque avant la pause de l'été. Tout de suite, le sommaire de cette semaine avec l'onde de choc après une journée meurtrière, un vendredi rouge, rouge sang, la Tunisie, la France, le Koweït, frappés le même jour par des attentats djihadistes. Quelle solution face à la menace terroriste ? La semaine de tous les dangers pour la Grèce, mais aussi pour l'Europe. Après le coup de poker d'Alexis Tsipras et son référendum, l'Europe suspend son aide et ferme la porte des négociations. Quel choix reste-t-il donc à Athènes ? L'espionnite aiguë de la NSC, les nouvelles révélations de Wikileaks suscitent indignation générale et rodomontade en France, mais qui peut vraiment arrêter les services secrets américains ? Sommes-nous en voie d'ubérisation en France ? Les taxis voient rouge et font la chasse aux chauffeurs d'Uber. Comment doit-on aborder ce virage de l'économie du numérique et qui en profite le plus ? Avec nous sur le plateau de kiosque, tout d'abord, j'accueille Alexandra Chaska. Elle a été longtemps grand reporter à Radio-Canada. Elle signe aujourd'hui des chroniques sur RTL. Joseph Massescaron, directeur de l'hebdomadaire français Marianne. Benjamin Masse-Stamberger, grand reporter au service éco du magazine français L'Express. Et enfin, Léo Klim, correspondant à Paris pour plusieurs journaux allemands, dont le magazine économique Capital. Merci d'être avec nous. Tout de suite, retour sur ces événements. 3 attaques sur 3 terrains différents avec des cibles différentes, mais toutes signées, ou du moins revendiquées par l'EI, le groupe État islamique. France, Tunisie, Koweït, et c'est la Tunisie qui affiche le bilan le plus lourd avec 38 morts. Avec son téléphone portable, un homme filme dans l'enceinte de l'hôtel au moment de l'attaque. Des tirs retentissent encore, il s'éloigne. Les gens qui l'entourent ne semblent pas réaliser le drame qui est en train de se jouer. J'ai entendu des tirs et j'ai vu un touriste qui courait et qui criait. Ensuite, des touristes se sont divisés en 4 ou 5 groupes. Le tireur a suivi un de ces groupes et a continué à tirer. Il était très jeune, il riait. Oui, en Tunisie. Jamais plus. Ça, malheureusement pour les gens, malheureusement pour tous mes amis, mais non, fini. Voilà, revue de presse internationale avec ces unes. Vendredi noir, peut-on lire à la une du soir de Bruxelles. Bloody Friday, vendredi sanglant, à la une de The Independent, que l'on va voir à l'écran. Djihad nauséam dans Libération. Et puis également, autre une, c'était à la une de La Repubblica en Italie, le ramadan du sang. 38 morts en Tunisie, 27 dans une mosquée chiite au Koweït et 1 mort par décapitation en France. La menace djihadiste est majeure, selon le Premier ministre français Manuel Valls, qui s'exprimait aujourd'hui. Il n'hésite plus à employer les grands mots. On l'écoute. Pas perdre cette guerre, parce que c'est au fond une guerre de civilisation. C'est notre société, notre civilisation, nos valeurs que nous défendons. Voilà, le mot est lâché, cette formule, la guerre des civilisations. On pense évidemment au choc des civilisations qui avait été prononcé par George Bush à l'époque. Qui veut réagir ? Joseph Massescaron. Je vais réagir immédiatement sur le terme, c'est-à-dire autant je considère bien sûr que nous sommes dans l'horreur, autant je considère également que c'est de barbarie et de barbarie islamiste dont il faut parler, même si cela déplaît. Je dis ça parce que Marianne, pour l'avoir fait en une, a été menacée de mort. J'ai été moi-même menacé de mort. Donc même si cela déplaît, c'est ainsi qu'il faut. Mais le terme guerre de civilisation est impropre. En revanche, pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez parlé du massacre qui a eu lieu au Koweït. Et le massacre qui a eu lieu au Koweït a eu lieu dans une mosquée où des chiites faisaient la prière. Et que je sache, ce n'est pas une guerre, c'est une guerre interne. Ce qui se joue bien sûr entre chiites et sunnites, c'est plutôt nous autres Européens, ça peut nous rappeler la guerre de 30 ans entre protestants et catholiques, si je puis dire. Donc, dire guerre de civilisation, c'est quelque chose d'impropre. Sans doute référence à ce qui s'est passé en France. C'est quelque chose d'impropre, oui, mais le problème, c'est que c'est la question, en revanche, ce n'est pas une question simplement française, c'est une question internationale. Vous auriez pu aussi ajouter le massacre qui s'est commis à Kobané, qui est un des massacres les plus terribles et les plus horribles qui a eu lieu sur le territoire syrien, perpétré par l'État islamique. Donc, le
le terme guerre de civilisation, sauf si vous dites le bien contre le mal, mais en termes de société, c'est impropre, car toutes les sociétés aujourd'hui sont visées, et pas simplement la société occidentale. Donc si vous dites simplement la société occidentale, vous commettez de vous-même un impair, et je ne pense pas que ce soit... je pense qu'il a employé un mot un peu trop large, voilà, un peu trop large pour lui. Donc le terme en lui-même, c'est juste pour revenir, parce que les personnes pour réagir, je récuse le terme. Qui veut réagir également, Léo Klim, à cette formule? C'est Nicolas Sarkozy qui avait prononcé cette formule il y a quelques... après les attentats de janvier en France. On connaît bien la proximité de Manuel Valls avec Nicolas Sarkozy quand il s'agit de mettre des mots, d'exprimer politiquement des choses. Je pense que là, ce qu'il fait, c'est qu'il exprime un sentiment qui est très répandu en France. Alors on peut récuser les mots, mais je pense que c'est un sentiment, d'après moi, ce que j'observe, largement partagé en France, qu'on est dans une espèce de guerre pour défendre des valeurs et qui a mobilisé énormément de gens après les attaques contre Charlie Hebdo. Après, je suis bien d'accord avec vous. C'est quand même... c'est oublier que, sauf à définir l'État islamique comme une civilisation en elle... ce qu'elle n'est pas précisément. Ce qu'elle n'est pas, justement. Il oublie que c'est aussi une guerre, en fait, interne à l'islam qui se déroule. Alexandra, on peut comprendre que le Premier ministre prenne la parole et cherche peut-être par ces mots rassurer les Français avec le choc de ce qui s'est passé en Isère. Je pense que c'est une très mauvaise stratégie. Parce qu'effectivement, personne ne va s'entendre pour dire que c'est une guerre de civilisation. Le mot est absolument impropre. C'est une stratégie franco-française. On veut s'approcher, évidemment. On veut tourner le curseur vers la droite. Mais il ne faut pas oublier qu'on veut aussi masquer des failles dans les services secrets français, dans la surveillance de ces personnes-là ici sur le territoire français et en Tunisie également. Je veux dire, après, moi j'ai été sidérée, après ce qui s'est passé au Bardo, comment on a pu laisser des hôtels de cette taille-là avec sans aucune surveillance. Je veux dire, il y a une faille là. Vous connaissez la menace et vous trouvez que la sécurité n'était pas à la hauteur. Et je pense qu'ici, la sécurité n'était pas à la hauteur. L'auteur de cette décapitation a été sous surveillance plusieurs fois et il est disparu des écrans radars complètement. Je veux dire, et ça nous rassure pas, ça rassure pas. Alors évidemment, à ce moment-là, on emploie des grands mots, on pousse le curseur à droite, oui, on est là, c'est la guerre de civilisation, on est dans une grande guerre, donc des petites failles comme ça, là, de surveillance, c'est rien face à une guerre de civilisation. Mais franchement, on n'est pas dans une guerre de civilisation, on est dans une guerre où il faut vraiment surveiller, réformer les services s'il le faut, pour que des gens comme ça ne passent pas entre les mailles. Je veux dire, je sais que c'est pas possible à 100%, mais je crois qu'il y a eu des failles là, parce qu'on a eu un peu la même chose au Canada. Nos 2 attentats qu'on a eus à l'automne, c'était aussi des loups solitaires comme ça, de la même manière. Et ils sont passés entre les mailles, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, quelque part, il faut peut-être réformer la façon de surveiller ces gens. Pour revenir à cette formule utilisée par Manuel Valls ce matin, cette réaction du journaliste Edoui Plenel sur Mediapart, George W. Bush sort de ce corps, dit-il. Votre réaction, Benjamin Stamberger, à l'Express, on peut réagir de la même manière ou pas? Je sais pas. Je pense qu'effectivement, il y a une maladresse de la part de Manuel Valls d'employer ce terme. On voit bien ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire qu'après les attentats de janvier, il y a une stratégie d'unité nationale qui a pu profiter pendant un petit peu de temps au gouvernement et les critiques qu'on aurait pu faire, comme vous l'avez dit, sur les problèmes de sécurité, les problèmes de surveillance, ça a mis un petit peu de temps à arriver et du coup, pendant un certain temps, le gouvernement a pu même quasiment capitaliser sur ce qui s'est passé. Et là, on voit bien qu'on est dans une séquence totalement différente et je pense que Manuel Valls a tout de suite compris qu'il allait plus pouvoir refaire attention, ce qu'a dit un petit peu François Hollande, c'est-à-dire on est ensemble, il faut être unitaire et il ne faut pas se diviser inutilement. Cette stratégie, évidemment, ne va pas pouvoir tenir parce que... On voit que la droite, du côté de la droite, voilà, on jubile. La droite a attaqué tout de suite parce qu'elle a bien senti que là, on n'était plus du tout dans la même séquence. Je pense que Manuel Valls a senti ça aussi, mais simplement, il a employé un mot qui n'était pas du tout adéquat, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'une guerre de civilisation, ça implique qu'on a une civilisation en face de soi, alors que là, on a simplement une barbarie qui est d'essence quasi totalitaire. Donc, ça peut être aussi la barbarie contre la civilisation. La guerre de civilisation, ça entend ça, mais je pense que le mot était beaucoup trop grandiloquent pour des problèmes. Ouais, c'est ça. Juste, pardonnez-moi, parce que on parle, il est dit en effet que la droite jubile, mais la droite, elle a des comptes à rendre. La droite, elle a des comptes à rendre parce qu'on ne peut pas faire, si vous voulez. Je sais bien que la personnalité
politiques ont des mémoires de poisson rouge, mais avec ce qui s'est passé avec l'affaire Mera, elle a des comptes à rendre. Elle a des comptes à rendre sur qu'est-ce que c'est que cet organisme qui a été créé par Nicolas Sarkozy, qui est la DCRI. Il y a un moment donné où il faut dire les choses clairement. La DCRI a d'abord été une police politique, qui était beaucoup plus occupée à fliquer, à déposer des micros chez un certain nombre de personnalités qu'à traquer la barbarie justement islamiste. Il faut dire les choses carrément, et je ne crains pas de le dire, parce que j'ai des exemples très précis en tête, donc je n'attends que ça. Et ensuite, après, les personnes qui ont succédé, puisque quand Manuel Valls a réformé la DCRI, ce sont les mêmes qui sont restés, à part le départ de celui qui en avait la tête, qui était M. Squarcini, mais tout le monde est resté. Et ce que je crains fort là-dedans, c'est qu'en effet, il y a des choses totalement nouvelles. Cette guerre, parce que c'est une guerre qui nous est faite. Quelles mesures adopter aujourd'hui? Il y a des éléments, écoutez, par exemple, il y a un élément nouveau, enfin, moi, il me semble qu'il y a des éléments nouveaux, c'est-à-dire il faudrait des profilers. Il faudrait des profilers parce qu'on se trouve avec des gens qui ont des mentalités, même si ils ne tuent pas peut-être avec autant, mais avec des mentalités de serial killer. Parce que très franchement, pour aller découper la tête de quelqu'un avec un couteau, n'est-ce pas, pour se faire un selfie avec sa tête, pour ensuite après, là on est dans quelque chose d'autre. On est au-delà du fanatisme religieux et de l'horreur. Justement, est-ce qu'il ne faut pas aussi fermer certaines mosquées? C'est ce que prône le Front National, c'est ce que fait aussi le ministre tunisien. Il a annoncé la fermeture de dizaines de mosquées qui seraient aussi des terreaux de djihadistes. Je suis désolée, mais quand vous êtes en Tunisie, vous avez Ennahda avec le pouvoir politique qu'il a été au pouvoir il n'y a pas très longtemps. Et bon, ça va peut-être être difficile, mais en France comme en Tunisie, les mosquées où on prêche la mort violente des adversaires, oui, il faut les fermer. Je veux dire, est-ce que ça existe en ça n'existe pas, pardon, juste, excuse-moi de reprendre la parole. Ça existe en France. Il y a même une enquête dans Marianne d'un imam qui se trouvait à Toulouse, qui avait des propos, mais extrêmement difficile, enfin difficile pour le moins qu'on puisse dire, des violences, très violents, disant qu'il fallait couper la main aux femmes adultères, enfin, qui fait des prêches. Ils font des prêches. Nous sommes allés voir les élus pour leur dire qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est le maire de Toulouse ou autre, on nous a répondu, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On est allé voir les préfets, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut rien faire. C'est la réponse qui est donnée en permanence. Donc oui, on sait ça. On sait qu'aujourd'hui, il y a des mosquées en France où il y a des prêches qui sont des prêches, mais d'une violence extrême, qui n'ont rien à voir avec la religion, puisqu'on est dans le cadre d'une religion politique. Pardon. Oui, moi, en Allemagne, est-ce qu'on a trouvé des mesures, en tout cas, pour justement... Je pense qu'on est dans une situation similaire, mais peut-être un peu moins grave en Allemagne. On a un islam qui a développé peut-être moins d'agressivité et terroriste qu'en France, globalement, même s'il y a des éléments. Moi, je ne suis pas sûr que c'est en fermant des mosquées qu'on va résoudre le problème, sûrement pas, parce qu'il va se déplacer autre part. Et je pense même que les services français font probablement pas du mauvais travail, c'est-à-dire ils sont au courant, ils observent comme ils peuvent, ils ont peut-être des problèmes d'effectifs, mais il faut aussi accepter, et c'est là-dessus que je trouve que le discours de Valls est intéressant, parce qu'il nous parle d'une guerre de civilisation, mais en même temps, il veut aussi faire passer le message qu'on ne pourra pas éviter plus d'attentats. Et ça, c'est vrai. Il faut pouvoir le dire. Donc, il faut se pencher sur les raisons qui ont mené que cette personne ait pu, vendredi, perpétrer encore un attentat en France, alors qu'elle était observée auparavant, et pourquoi elle a pu se cacher ensuite, et aussi accepter en même temps que nous sommes toujours en danger et que des attentats vont se reproduire. Il n'y a pas de sécurité zéro. Les forces de police et militaires sont à bout de force. Enfin, ça fait depuis début janvier qu'elles sont mobilisées sur tous les terrains. Et la preuve, c'est que ça n'empêche pas d'autres actes de ce genre. C'est utile quand même d'avoir employé ce terme de guerre, même si c'est violent. Parce que c'est vrai que malgré tout, je pense qu'en France, il y a eu, et vous l'avez dit sur ces questions des mosquées, sur d'autres questions, c'est qu'on a quand même fait preuve d'un certain irénisme. On a sous-estimé un peu ce sujet. On l'a mis un peu dans un grand sujet de questions plus larges sur l'intégration, sur beaucoup de choses. Et du coup, je pense qu'on a quand même du retard par rapport à la mise en place d'un certain nombre de choses, par rapport à un certain nombre d'institutions, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient policières également, pour répondre vraiment de manière réaliste à la situation dans laquelle on se trouve. Et comme cette situation a quand même énormément dérivé, il y a des endroits effectivement où il y a un terreau islamiste qui est extrêmement développé et qui s'est développé dans l'environnement de manière un petit peu cancéreuse. Donc pour couper ça, aujourd'hui, ça va forcément être très difficile, ça va forcément être violent. Et malheureusement, je crois que c'est la tâche à laquelle on est confronté aujourd'hui.
Si on fait économie d'autocritique, on n'ira pas très loin. Je veux dire, il faut faire de l'autocritique sur comment fonctionnent les services. C'est ça la première chose. Arrêtons de protéger les institutions. Il faut protéger les Français. Alors, direction, on laisse de côté ce sujet difficile qui sera encore évidemment à la une de l'actualité sans doute dans les jours prochains avec de multiples réactions. Nous nous rendons à présent en Grèce qui vient de vivre une nouvelle semaine totalement folle et ce n'est visiblement pas fini. Des négociations marathon à Bruxelles, l'annonce d'un référendum et puis, eh bien pour les Grecs, la réalité c'est plutôt ça. Vous allez le voir, un geste qu'on dirait venu d'un autre temps. Voilà, c'est là. C'est tout mon argent. 3 500 €. Dans le quartier, plusieurs maisons ont déjà été cambriolées. Et là, je crois que c'est une bonne cachette. Personne ne penserait trouver de l'argent dans un aspirateur. Moi aussi, j'ai retiré mon argent. Tout le monde l'a fait. On l'a caché sous notre matelas. Non, moi, je l'ai transféré à l'étranger. D'autres rivalisent d'imagination pour dissimuler leur bas de laine. Dans l'armoire à pharmacie ou au congélateur. Sur Internet, certains Grecs présentent leurs cachettes insolites. Des billets sous la table et même dans la farine ou les œufs en chocolat. Voilà, des euros cachés dans des œufs en chocolat ou dans l'aspirateur. Et depuis 2 jours, eh bien, des Grecs qui à nouveau font la queue devant les distributeurs automatiques, de nuit comme de jour d'ailleurs. À l'origine de ce mouvement de panique, on peut l'appeler comme ça, eh bien, c'est l'annonce vendredi dans la nuit depuis Bruxelles de l'organisation d'un référendum donc en Grèce. Ce sera le 5 juillet prochain. Voici quelques mots bien pesés prononcés par le Premier ministre grec Alexis Tsipras. L'Union européenne a été fondée sur des principes de démocratie, de solidarité, d'égalité et de respect mutuel, et non pas sur du chantage et des ultimatums. Dans un moment aussi important, personne n'a le droit de mettre ces principes en danger. Le gouvernement grec va continuer avec détermination à défendre ces principes. Voilà, des principes de l'Europe donc, qui sont bafoués selon Alexis Tsipras. Regardez cette une, c'était dans un journal grec ce matin et qui nous dit dignité. Est-ce qu'il est question de dignité aujourd'hui et qui, du coup, peut réagir sur ce dossier? Je me tourne peut-être vers vous, Léo Klim, puisque quelque part, on sait que les débats ont été très, très compliqués cette semaine à Bruxelles. Quand vous voyez, vous écoutez ces mots d'Alexis Tsipras, on peut comprendre qu'il en appelle aux valeurs européennes. Tout à fait. Effectivement, on peut le comprendre et je pense qu'il a oublié de mentionner une valeur européenne, c'est la valeur du compromis. Parce que l'Europe s'est construite par des compromis, elle s'est construite dans des crises, comme on en avait eu une maintenant peut-être, mais aussi par le sens du compromis. Et je pense que c'est ça qui a fait terriblement défaut depuis plusieurs mois, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, aux deux côtés. Moi, ça me rappelle... Il y a eu des tentatives de compromis tout au long de la semaine. Je ne suis pas sûr que vraiment ça a été l'esprit affiché des deux côtés, parce j'avais plutôt l'impression d'être dans un jeu de nerfs. Ça m'a rappelé ces courses de voitures où les jeunes se foncent dessus l'un contre l'autre, et c'est celui qui dévie en premier qui a perdu, mais qui a sauvé aussi les deux. Et en fait, on est toujours dans cette course. Donc, moi, je ne suis pas sûr que vraiment les deux côtés soient sortis d'une confrontation qui consistait à vouloir faire plier l'autre pour vraiment chercher le compromis. On attendait que l'autre fléchisse et pour l'instant, ça ne s'est pas fait. On a l'impression d'en être à un combat idéologique plus que politique et économique aujourd'hui. C'est en tout cas un bras de fer politique qui se poursuit encore. Parce que l'annonce du référendum, c'est rien d'autre. C'est une façon... je suis même pas sûr que vraiment, parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement sur quelle question va porter ce référendum. C'est une arme d'ailleurs qui avait été dégainée déjà, il y a un précédent, par le Premier ministre Papandréou en 2011. Donc c'est une façon... Il y avait renoncé ensuite. Il y avait renoncé sous la pression massive qu'il y avait eu par les Européens et d'autres pays occidentaux, c'est vrai. Donc je pense que ça, c'est encore
ça fait partie du jeu et on ne sait pas si ce référendum, vraiment, il est sérieux. Alors justement, il y avait un article qui avait été rédigé par Pascal Richer sur l'Obs, sur E89 à l'époque, qui demandait jusqu'à quand va-t-on faire souffrir le peuple grec ? Et la conclusion de cet article, c'était « La tragédie grecque est loin d'être finie ». Cet article, c'était il y a 4 ans, Joseph Massescaron. Quand est-ce qu'on va arrêter de faire souffrir le peuple grec ? Ces images de gens qui cachent leurs euros dans leur aspirateur, c'est quand même... Je crois que vous étiez en Grèce il n'y a pas très très longtemps. Oui, puis j'étais il y a 4 ans, en octobre-novembre 2011, lorsqu'en effet Papandréou voulait faire un référendum et qu'il n'avait pas la majorité suffisante. Il a fini par quitter le pouvoir, du coup. Oui, il n'avait pas la majorité suffisante au Parlement grec pour arriver à faire adopter ce référendum. En revanche, Tsipras l'a eu cette nuit. Il l'a eu cette nuit. Moi, ce qui me frappe d'abord, ce sont les séquences. Et là, vous avez montré des photos qui illustrent ces séquences. Vous avez quand même eu, à un moment donné, l'apparence de négociations avec des propositions qui ont été faites, et à ce moment-là, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'un grand nombre d'éditorialistes, en tout cas en France, bien sûr, d'éditorialistes disaient « ça y est, Tsipras s'est couché, ça y est, Syriza quand même, cette photo, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. » Voilà, c'est bien sûr. Oui, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Comme quoi, n'est-ce pas ? Comme quoi, vous avez tous les éditorialistes de Libération du Monde, enfin oui, comme quoi, vous voyez, Tsipras, c'était pas vraiment sérieux et tout. Et puis, bon, il y a eu en effet cette copie a été... On a eu l'impression que c'était... on était proche d'un accord. La copie a été faite, la copie a été retouchée. Il serait d'ailleurs extrêmement intéressant de voir sur quel point la copie a été retouchée, sur la question de la TVA ou autre. C'est très intéressant d'ailleurs de voir sur quel point, parce qu'on se dirait que finalement, il y a peut-être des gens qui défendent des valeurs démocratiques, il y en a d'autres qui défendent d'abord des valeurs financières, et c'est à se demander d'ailleurs si c'est vraiment la réforme de la société grecque, puisqu'on dit à chaque fois il faut réformer la société grecque, c'était vraiment la réforme de la société grecque qui intéresse le regroupe et les interlocuteurs de Tsipras. Je referme la parenthèse. Et puis maintenant, il y a cette séquence, la séquence qui est la séquence de l'appel au référendum. Parce que donc, voilà, Tsipras et Syriza, il est élu sur un programme, il est élu sur un projet. Ensuite, après, il accepte un certain nombre de compromis. Alors on peut dire en effet que ces compromis, c'est de la tactique, mais il accepte quand même officiellement des compromis. Ces compromis sont refusés, donc ils retournent vers le peuple. Et on se dit, mais comment ça se fait ? Mais comment peuvent-ils retourner vers le peuple ? Quelle idée ? Vous savez qu'en Europe, en Europe, depuis 2005, de toute façon, on considère, depuis 2005 et le référendum de 2005, on considère que l'appel au peuple est un gros mot, n'est-ce pas ? L'appel au peuple et le référendum, de toute façon, on s'assoit dessus. Donc, évidemment, le fait que... Qu'est-ce que fait la Grèce ? La Grèce nous donne tout simplement une leçon de démocratie. Voilà, une leçon de démocratie politique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en effet, où vous prenez des engagements contre vos électeurs. Alors c'est vrai que pour François Hollande et autres, ou Madame Merkel qui trafique un peu avec le SPD, c'est un peu difficile. On n'a pas l'habitude tout à fait de ça, mais c'est pas grave. C'est-à-dire puisque leur programme se fait généralement après les élections. Et là, évidemment, la personne revient et dit non, je suis désolé, c'est quelque chose qui est au-delà du mandat, vraiment réellement au-delà du mandat confié par les électeurs, donc je reviens devant le peuple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus démocratique de ça ? Moi, je considère que l'Eurogroupe, de par sa position, est en train de tuer l'idée européenne. Nous sommes en train de tuer l'idée européenne avec le sort que nous sommes en train de réserver aux Grecs. C'est un meurtre qui se fait à deux. Parce que de l'autre côté, je veux dire, ils ont été élus sur un programme qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir. Je veux dire, moi, je me souviens, j'ai interviewé Varoufakis, j'ai passé 2 heures avec lui en 2012, et déjà à l'époque, il me disait, cette dette... C'est impossible à rembourser, et l'austérité, ça ne marche pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais, et on le fera pas ici. C'était bien avant qu'il soit ministre, mais je veux dire, c'était très clair. Bon, après, il a pu changer d'idée. Alors, on fait semblant d'un côté qu'on va marcher selon les règles, mais de l'autre côté, on sait très bien dès le départ qu'on va pas marcher selon les règles. Je pense qu'effectivement, on est à un moment extrêmement difficile, mais si meurtre il y a de l'Europe, j'entends, c'est un meurtre qui se fait à deux. Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que les Grecs, en tout cas depuis l'élection d'Alexis Tsipras, ont été toujours assez clairs sur ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire qu'ils ont un mandat démocratique pour remettre en question le programme d'austérité qui leur a été imposé,
pour une raison simple, c'est qu'ils jugent que ce programme est totalement contre-productif. Et pour des raisons qui sont tout à fait validées, qui d'ailleurs ont été confirmées. Il y a des économistes qui sont tout à fait d'accord avec ça. La Commission européenne elle-même, à un moment donné, avait dit on a été trop loin de l'austérité. Le FMI lui-même, c'est ça qui est très très intéressant par rapport à la position de l'Eurogroupe, c'est qu'on a une forme de dogmatisme en réalité, alors qu'on avait l'impression qu'à un moment donné, on était dans une prise de conscience. Et là, on a l'impression, au contraire, d'une forme de jusque-boutisme vis-à-vis de la Grèce et d'une sous-estimation surtout de la coordination intellectuelle et politique du gouvernement de Tsipras et de Varoufakis. Moi, je l'ai interviewé aussi, mais juste pour terminer, c'est quelqu'un qui a une vision globale de l'économie internationale, des raisons pour lesquelles la Grèce se trouve dans cette situation. Il faut rappeler quand même que le PIB a diminué quasiment de 50% suite au programme d'austérité. Donc, il y a eu de l'austérité en Grèce. C'est quelque chose qui est quasiment inédit. Il y a peu de pays qui ont subi ça. Pourquoi s'embarquer dans les négociations si on sait au départ qu'on n'a rien à donner dans cette négociation? Je pense qu'ils étaient prêts. On est totalement dos au mur. Je pense qu'ils étaient prêts à négocier sur certains points, mais je pense qu'il y a eu une erreur, en l'occurrence des Européens, qui ont pensé qu'ils pouvaient traiter Tsipras et Varoufakis, on le voit sur la photo, un peu comme des enfants qu'on pouvait ramener à la raison. Et en fait, c'est même les termes employés par Christine Lagarde. Hein. Voilà, et c'est ce qui s'est passé aussi. Effectivement, c'est ce qui s'était passé avec Christine Lagarde, d'ailleurs, qui est beaucoup plus dure avec le peuple grec qu'elle ne l'était avec Bernard Tapie, excusez-moi. Alors, moi, je trouve que dans tout ça, si vous nous dites que c'est une leçon de démocratie, il y a quand même un élément qui manque, c'est que les autres pays ont aussi des peuples et des parlements, par exemple, à consulter. Donc, si on veut accorder une rallonge aux Grecs, voilà, il faut le faire. Mais bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais c'est une. Mais je suis tout à fait d'accord. On peut pas faire. Non, on doit. Oui, il faut consulter le Parlement allemand, par exemple. Non, consulter le peuple directement par référendum. Oui, mais c'est pas prévu dans la Constitution, pour des raisons historiques bien évidentes. Non, mais les sondages montrent qu'il n'y a pas de majorité. Par contre. Ah, les sondages. Moi, je préfère l'élection aux sondages. Mais en Allemagne, pour des raisons historiques assez évidentes, nous n'avons pas le référendum au niveau national. C'est comme ça, c'est normal, c'est bien comme ça. Je ne pense pas que ce soit bien comme ça. C'est parce que ça permet de faire une cuisine politique. Je reviens quand même là-dessus. C'est-à-dire le fait, pardonnez-moi, mais que la CDU-CSU et le SPD ensuite fassent quand même un programme a posteriori, après les élections, alors qu'ils ont fait ils ont fait une campagne sur un autre programme, ça pose quand même un problème. En tout cas, ça pose un problème parce qu'à ce moment-là, on ne se dit pas, tiens, comment ça se fait qu'il y a la montée des populismes en Europe? N'empêche que je trouve, moi je voudrais revenir sur le référendum grec. Pour moi, ça. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine concrètement? Est-ce que ce référendum va être déjà possible à organiser dans une Grèce qui n'a plus de moyens aujourd'hui? Une question sur un plan qui n'existe plus. Le défaut de paiement, c'est mardi. Qu'est-ce qui peut se passer cette semaine? Alors, le Grexit, on y va tout droit? Moi, je pense qu'on y va. Alors, on se rapproche. On voit bien qu'on est dans un feuilleton où on a, comme l'a dit Joseph Massescaron, on a deux logiques qui se rapprochent petit à petit. C'est-à-dire qu'on a la logique technocratique, économique de l'Union européenne et de la zone euro et de l'Eurogroupe. Et puis, la logique démocratique où les peuples, et c'est pas uniquement une question grecque en l'occurrence, on le voit en Espagne, on le voit dans d'autres pays, sont de plus en plus rétifs à cette manière, effectivement, de gérer l'Europe et d'imposer des choses dont les peuples, au final, ne veulent pas. Donc là, on voit que ces logiques sont en train de se confronter. Et donc, s'il y a ce référendum qui va être, où le Tsipras souhaite que le vote soit non, si le vote est effectivement non, je pense que là, on va se rapprocher d'un Grexit parce que les points de vue ne vont plus être possibles à rapprocher. Voilà. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que les Grecs, je pense, sont conceptuellement, ils peuvent envisager que ça peut être peut-être pas mieux, mais en tout cas que c'est peut-être mieux de regagner une forme de souveraineté, quitte à avoir un moment très difficile économiquement, plutôt que de rester dans cette situation de passivité où ils sont pieds et poings liés. Mais les Grecs ne veulent pas l'austérité qui est imposée, ça c'est discutable, mais en même temps, ils ne veulent pas sortir de l'euro. Donc c'est ça aussi. Il faut que, et je pense que c'est d'ailleurs très clair pour eux, c'est que s'il y a vraiment un référendum, j'en doute pour l'instant, c'est que c'est sur la sortie de l'euro qu'elle est posée cette question. Et là-dessus, je trouve que c'est effectivement pas une mauvaise idée de faire le référium. Non, je suis pas contre le référendum grec là-dessus. Il faut que ce soit très clair. Et d'ailleurs, il y a une hypocrisie côté allemand. On peut lire une interview avec le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, il y a 3 ou 4 semaines paru dans Les Échos, où il dit qu'après coup, il s'en veut un peu qu'il n'y ait pas eu ce référendum en 2011. Il aurait souhaité le référendum. Donc maintenant, on peut l'avoir. C'est très bien. Oui. C'est très bien parce que ça va mettre beaucoup de clarté dans les choses. Et là, en fait, les Grecs vont devoir décider, et c'est terrible pour eux, entre perte accrue de souveraineté
ou garder l'euro. Concrètement, comment vont vivre les Grecs s'ils sortent de l'Europe? Il faut sortir de l'économie et des questions plus d'euros, ça veut dire plus d'euros. On est dans une question éminemment politique. La Grèce, aujourd'hui, j'entendais Michel Barnier qui disait justement que Athènes est plus près de Damas qu'il l'est de Marseille. Je veux dire, on est aux confins de l'Europe. On est dans une Grèce qui est en train de se jeter dans les bras de Moscou. Je veux dire, on a vu Tsipras parader à Saint-Pétersbourg la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Enfin, bon, je pense pas que les Russes possèdent suffisamment d'argent en ce moment pour venir au secours de la Grèce, globalement régler le problème de la Grèce. Mais je veux dire, il y a des choses qui vont se jouer là. Et là, il y a une déstabilisation politique extrêmement importante qui, en vue, c'est pas qu'une question de retour à la drachme. Et puis, bon, après ça, qu'est-ce que les banques vont faire avec la dette italienne, avec la dette espagnole, etc. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet domino Il y a un risque systémique qui est évident, ne serait-ce... Alors, sans doute que c'est relativement plutôt cadré du point de vue purement financier, parce que la dette grecque est plus forcément aux mains des marchés, elle est plutôt aux mains des autres États européens. Maintenant, il y a un risque psychologique, ne serait-ce que d'une première dans la zone euro, qui est quelque chose qui était inenvisageable, inimaginable, qui n'est même pas prévu dans les traités, qui est la sortie d'un pays. Je pense que comment est-ce qu'ensuite les marchés vont réagir à ça? C'est une brèche qui paraît un petit peu irrémédiable. Au-delà des marchés, quelle image ça envoie de l'Europe? Une Europe qui se retrouve, on en a parlé régulièrement ici à Kiosque, avec ces flux de migrants qui viennent toquer à la porte pour venir trouver asile politique pour beaucoup, puisque beaucoup viennent de Syrie et fuient les conflits. Quelle image ça renvoie, une Europe qui perd un de ses membres, comme ça? Surtout, ce que ça démontre, c'est l'image d'une Europe impuissante. Puisque vous tendez la perche, pardonnez-moi, là pour le coup, qu'on se mette, qu'on ait un regard plutôt favorable à la Grèce ou pas, mais c'est l'image d'impuissance. L'image d'impuissance aussi bien sur 3 dossiers, et le 3e on va y venir, sur les migrants, évidemment, bien sûr, sur la Grèce, et puis également sur la question de la NSA et des écoutes. Alors justement, c'était l'autre actualité cette semaine. Merci Joseph. Ce fut ces nouvelles révélations du site Wikileaks, relayées en France donc par Libération et Mediapart, des présidents français sur écoute, écoutés donc par les Américains, et pourtant c'était promis, juré, craché, on ne l'y reprendrait plus. À moins que notre sécurité nationale soit en jeu, nous n'espionnerons pas les communications de nos alliés proches et de nos amis. D'après le quotidien Libération, la NSC a de grandes oreilles en plein cœur de Paris. Un centre d'écoute installé sur le toit de l'ambassade américaine derrière moi. Les antennes seraient en fait dissimulées derrière ces fenêtres en trompe-l'œil peintes sur des bâches. Voilà, des bâches en trompe-l'œil et les grandes oreilles, c'est ainsi qu'on les appelle, les grandes oreilles américaines. Pour être tout à fait précise, ce discours de Barack Obama remonte à 2013, qui a été diffusé dans un sujet de nos partenaires belges cette semaine. C'était au lendemain de l'affaire Angela Merkel, qui avait donc elle aussi été écoutée. Et qui la poursuit encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque depuis, on a accusé l'Allemagne d'avoir aidé les Américains à nous écouter les Français. Tout à fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai trouvé extrêmement intéressant à quel point il n'y a pas eu de réaction quasiment en France quand, il y a quelques semaines, des médias allemands ont révélé que les services allemands avaient espionné avec une base anciennement américaine, il faut le dire, donc technologie américaine, les Français. Pas de réaction en France, quasiment. Quand ça arrive dans les médias français, là, le gouvernement ne peut plus tout à fait l'ignorer. Et on s'indigne, pour moi, d'une façon hypocrite, on ne peut plus hypocrite. Pour 1 heure ou 2, on fait un conseil de défense. Et puis dans le même communiqué dans lequel on dénonce et on demande de ne plus être surveillé, on dit que de toute façon, on rappelle qu'il faut que ça cesse, comme on l'avait dit fin 2013, quand il y avait eu cette première révélation d'écoute qui est sortie. Donc moi, je trouve que toute cette... Une balle des indignés, comme montrait dans sa une Libération. Sur cette une qu'on va voir sans doute à la Croix, on voit ses alliés, point d'interrogation, alliés ou ennemis alors?
Alexandra, moi, vu depuis le Canada. J'ai passé depuis le Canada, mais moi, je me pose la question, à qui profite la fuite? Parce que quand j'ai vu Assange, en fait, la fuite en elle-même, oui, c'est choquant, surtout que ça a été promis, on a promis de ne plus de se faire prendre, en fait. C'est ça qui a été promis plutôt que d'autres choses. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est quand même assez révoltant, parce que bon, on a le droit de s'espionner entre alliés? Oui, c'est ça, voilà. Apparemment qu'on s'espionne toujours entre alliés de toute façon. Mais dans ce cas-ci, quand j'ai entendu Julian Assange à TF1 dire « La France devrait prendre la tête d'une fronde anti-américaine et encore se poser des questions sur ses amis allemands », mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est plus du whistleblower, c'est un programme politique. La France va prendre la tête d'une Europe qui s'indigne. Je veux dire, quand même, ne nous faisons pas d'illusions. L'ambassade russe a beau être dans le 16e arrondissement, s'ils alimentent la station spatiale internationale, ils peuvent très bien espionner jusqu'au 8e. C'est pas parce que l'ambassade américaine est à 300 mètres de l'Élysée. Quand j'ai entendu les journalistes français raconter « Ouais, la bâche, on est à 300 mètres à vol d'oiseau, on était dans un film d'espionnage. » Non, mais franchement, là, les Russes, ils en connaissent pas mal long aussi là-dessus. 16 ans, Poutine dans Joseph, qu'est-ce que vous répondez à Alexandra? Parce que votre édito cette semaine, c'est « Il faut avoir le courage de quitter l'OTAN, comme certains en leur temps ont voulu quitter ce machin, l'ONU. » Là, il faudrait quitter l'OTAN. C'est le général qui est content. Moi, ce que je pense, de toute façon, c'est la suprématie américaine, c'est l'Europe, la France. Pardon, Alexandra a raison. D'abord sur le discours d'Assange, bien sûr, il doit être décrypté. Elle a raison également sur le fait que la Russie, nous sommes espionnés par la Russie, nous sommes espionnés par la Chine, nous sommes espionnés par un certain nombre de choses. Mais moi, ce qui me frappe en revanche, c'est l'aspect, la timidité de Violette, la pudeur de Violette de nos dirigeants français face à ce qui me semble être réellement une forfaiture. Pourquoi une pudeur de Violette? Parce que j'imagine que s'il y a une convocation de l'ambassadrice américaine devant les caméras télévision. C'est rien, pardonnez-moi, c'est-à-dire c'est rien. Même pas devant les caméras. C'est rien. Manuel Valls qui parle de guerre de civilisation, là, évidemment, son dictionnaire était beaucoup plus limité, n'est-ce pas? Il a parlé de code de bonne conduite. Voilà, de code de bonne conduite. Nous allons faire un code de bonne conduite. C'est totalement ridicule. J'ai interrogé des personnes qui travaillaient aussi bien d'ailleurs avec Jacques Chirac qu'avec François Mitterrand. Moi, je peux vous assurer qu'il y aurait eu immédiatement, en tout cas, 6, 10, 20 personnes de l'ambassade américaine, comme il y avait eu avec l'ambassade russe d'URSS autrefois, sous François Mitterrand, rappelez-vous. Et d'ailleurs, j'ai demandé comment ils avaient été choisis, et la personne qui était à l'Élysée à l'époque m'a répondu « au hasard ». Voilà, nous l'avons choisi au hasard. Et bien, c'est exactement ce que nous aurions dû faire. C'est exactement, car, enfin, le problème, c'est ce que titrait la Croix, c'est-à-dire que nous sommes des alliés. Et d'une manière beaucoup plus problématique, nous sommes des alliés sur le théâtre d'opérations militaires. Et comment pouvons-nous, alors que nous sommes engagés militairement avec les États-Unis au Mali et dans d'autres théâtres d'opérations, comment pouvons-nous avoir confiance dans ces alliés-là, alors que nous nous battons avec eux? C'est une question qui est une question fondamentale. Et de là, évidemment, je tirais sur la question de l'OTAN, parce que, plus largement, se pose la question de l'OTAN et de cette OTAN qui, progressivement, est en train de remplacer l'ONU sur le théâtre des opérations. Et qui réclame justement un renforcement de ses troupes actuellement en Europe. On aurait dû utiliser le mot guerre de civilisation, alors, dans ce cas-ci, entre la France et les États-Unis. Vous voulez dire qu'il y a deux sociétés. Bon, c'est pas parce qu'il y a deux types de nourriture différentes qu'il y a deux sociétés. Ces révélations, elles n'ont pas révélé tant de choses que ça. Apparemment, on va peut-être regarder, Benjamin, si vous le voulez bien, je vous donne la parole tout de suite après, ce que disait sur notre plateau cette semaine Laurent Geoffrin, donc à Libération. D'autres révélations sont à venir? On a encore 2 volets de documents à fournir. Mais je ne peux pas vous dire le contenu parce qu'on est en relation avec Wikileaks notamment et avec Mediapart. Donc on se met d'accord sur le moment où on sort les documents. Je ne peux pas les sortir à l'avance comme ça de manière sauvage. Ouais. Je suis désolé. Donc vous allez publier peut-être par exemple... Ça sera plus précis sur lundi, d'autres Lundi, on publie des choses plus précises sur l'espionnage politique. Et puis après, je ne sais pas si ce sera le jour Donc lundi, suivant. d'autres révélations sont à attendre. Voilà.
Alors, ce ne sera pas sur les présidents, mais ce sera sur la vie politique. Suivre donc, puisque lundi c'est demain, Benjamin Mastemberger, qu'est-ce qu'on peut attendre de nouveau dans ces révélations? Alors ça, il faudrait demander effectivement... Dans le monde de l'économie, puisque vous êtes un spécialiste de l'économie, on s'espionne régulièrement du côté industriel. Oui, bien sûr, c'est évident. Je pense qu'il y a quand même aussi... alors c'est vrai qu'il faut réagir et réagir fortement, mais en même temps, il y a un petit peu quand même de naïveté ou de jeu de rôle dans ces réactions, parce qu'on sait très bien quand même qu'on est dans un monde encore westphalien, où les États défendent leurs intérêts politiques, économiques, et où donc s'ils peuvent s'espionner, ils s'espionnent, même si on est entre alliés. Est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est extraordinairement étonnant? Je ne sais pas. Alors, qu'en est-il? Le fait que ce soit étonnant et le fait qu'il faille l'accepter, je suis sûr que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un certain nombre de personnes qui disent... finalement, moi j'ai entendu des gens qui sont dans le cynisme de comptoir, dans le machiavélisme pour les nuls, qui vous disent, qui sont revenus de tout sans être allés nulle part, qui vous disent très franchement, finalement, ça se fait, et donc, puisque ça se fait, c'est pas si grave. Si, on peut très bien dire que ça se fait, mais on peut très bien dire que c'est extrêmement grave. Comme mesure de rétorsion, de réaction, il y a le fameux traité transatlantique qui est en négociation depuis des années. Oui, alors effectivement, on peut dire on suspend les négociations sur le traité transatlantique. On n'a pas vu beaucoup d'engagement sur cette voie-là. Je pense qu'on peut revenir aussi sur ce qui a été dit sur l'impuissance européenne. Je pense que là, on est au cœur du sujet quand même. C'est-à-dire qu'on est face à un État américain qui est très organisé, qui défend ses intérêts en matière politique, en matière économique, en matière financière. On l'a vu, vous avez parlé de la crise. Pendant la crise, on a une crise financière qui, ensuite, les Américains ont réagi très fortement, alors que les Européens ont très mal réagi, où du coup, la crise financière s'est déplacée en Europe. Et donc, les Américains sont venus nous aider dans un second temps, mais malgré tout, c'est d'abord les intérêts des Américains ont primé, et ça se comprend. Et du coup, je pense qu'effectivement, il faut que chaque État puisse se défendre, et on voit bien qu'au niveau européen, on est dans cette difficulté. Si vous dites ça, c'est que, justement, on ne peut pas s'indigner de l'espionnage américain si vous dites que chaque État puisse se défendre, parce que quelque part vous cautionnez la logique. Donc pour moi, c'est ça qui a été révélateur aussi cette semaine, c'est que la France, elle veut faire la même chose que les Américains. Je ne sais pas si elle sait aussi bien le faire, cette loi qui est passée cette semaine. Les révélations sont tombées le même jour. Même qu'on a on a échappé juste au dernier moment à cet amendement qui allait mettre tous les étrangers sur le sol français, les traiter comme des espèces de, des personnes de deuxième, des suspects, et qu'on pouvait espionner comme on voulait. Donc moi, je pense que si la France n'y va pas à fond dans ses réactions politiques pour demander vraiment des engagements américains, c'est parce qu'elle veut faire la même chose. Moi, je pense que les ennemis de la France et des États-Unis se frottent les mains, et c'est ça qui est bien plus important. Ah oui, il faudrait limiter les conversations personnelles d'Angela Merkel aux conversations personnelles du président de la France. C'est choquant, il y a des choses qui sont un peu choquantes, mais il y a des choses drôlement plus choquantes. Je veux dire, la maturité, c'est de savoir dire qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est secondaire. Ce qui est primordial, pardonnez-moi, ce qui est primordial, c'est qu'il y a, d'ailleurs, il y a eu de longs papiers de Mediapart sur ce sujet, c'est qu'il y a une organisation qui s'appelle la NSA, qui est une organisation qui n'est plus contrôlée. C'est une organisation ivre de sa puissance qui n'est plus contrôlée. Et là, vous avez raison, c'est-à-dire que quand on essaye de vouloir faire la même chose en France, et que là, il y a un danger. Parce que déjà, avec le successeur des CRI, ça va pas trop, mais on imagine, au secours, ce que ça pourrait donner, notamment si Nicolas Sarkozy revenait au pouvoir. Vous avez raison. Il faut surveiller les agences de renseignement beaucoup plus que de se tirer la barbichette entre les Américains et la France. Non, mais en Amérique aussi, il y a des voix qui s'élèvent pour la surveillance de la NSA. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de Français pour avoir, avoir des organismes. Si on les remettait à travailler sur le terrorisme, par exemple, soyons fous. Parce que alors, sur ce qu'on a appris dans ce premier volet de révélation, à vrai dire, c'était pas intéressant du tout. Et j'étais plutôt rassuré par rapport au rôle des médias, parce que je me suis dit, l'essentiel de ce qu'on a pu lire dans ces notes top secret de la NSA américaine, on le savait déjà sur le contenu politique, où on pouvait s'en douter. On savait que Nicolas Sarkozy pensait qu'il était le seul au monde à pouvoir résoudre la crise financière. Sur les relations franco-allemandes, ce que pensait Hollande de Merkel, on le savait aussi. Tout ça, donc, je pense qu'effectivement, sur l'espionnage industriel, là, ça peut être beaucoup plus chaud.
Mais de toute façon, les agences comme la NSA, les surveiller, ça c'est un programme. Au Canada, c'est la même chose. Les agences de surveillance des citoyens ne sont pas surveillées. Il y a pas En France, vous êtes chanceux parce que vous avez quand même des mécanismes, en tout cas vous allez avoir apparemment avec la nouvelle loi, des mécanismes un peu plus huilés qui vont pouvoir donner à des organismes indépendants, la population entre guillemets, la possibilité de surveiller. Et ça, c'est une vraie bataille, mais pas la bataille entre les États-Unis et la France ou l'Allemagne, c'est pas possible. Nous suivrons évidemment avec beaucoup d'attention dans les prochains jours donc ces révélations annoncées par le site Wikileaks donc de Julian Assange. On reste à Paris. Ça se passait donc cette semaine, pas très loin finalement de l'ambassade des États-Unis, un petit peu plus vers l'ouest. C'était Porte-Maillot, jeudi matin, et ce n'était pas vraiment le moment d'y chercher un taxi. Un véhicule suspect est pris d'assaut. Il résiste, mais d'autres se retrouvent sur le toit. Les CRS chargent aussitôt et c'est l'affrontement. Voilà, des scènes qui ont tourné en boucle sur les chaînes d'infos et pas seulement en France. À l'origine de la colère, donc cette société Uber et ses chauffeurs qui donc sont proches de l'illégalité ou qui contournent la légalité. Je ne sais pas exactement quels sont les termes qu'il faut employer. En tout cas, ils ne sont pas qu'en France, Uber, ces chauffeurs. Ils sont partout dans le monde. Il y a même une carte mondiale de cette société qui a été dressée sur le site de l'Obs avec cette grogne anti-Uber qui continue de prendre de l'ampleur. Uber à la conquête du monde, titre d'ailleurs le Los Angeles Times. Il faut rappeler que la société est donc californienne. Et puis ce nouveau mot apparu depuis quelques mois déjà, mais qui devient maintenant dans le langage courant, c'est l'ubérisation. Alors au-delà de cette grogne des taxis, on a l'impression qu'on assiste à un nouveau phénomène. C'est les anciennes sociétés un peu à l'ancienne, traditionnelles, qui se retrouvent face à cette économie du numérique. Il va falloir prendre le train en marche ou est-ce que c'est déjà trop tard? Ouais, je crois quand même là dans les images qu'on voit et les réactions même effectivement des télévisions étrangères, là pour le coup par rapport à ce qui se passe en France, on a quelque chose qui, vous nous le direz, mais qui par rapport d'un point de vue extérieur dit quelque chose quand même de profond sur la société française et sur une forme de difficulté à accepter des évolutions, alors qu'il faut cadrer, qu'il faut qu'il y ait une législation qui s'y attache, mais quand même globalement cette réaction est quand même relativement corporatrice, la violence de la manière dont ça s'exprime, je trouve que ça dit quand même quelque chose de très difficile sur la difficulté de cette société française à accepter des évolutions qui sont quand même inéluctables et qui ont des aspects positifs. Aspect positif, et pourtant parfois on fait rimer ubérisation avec précarisation aussi des personnes qui travaillent pour ces sociétés. C'est un gagne-pain, mais aussi sans aucune couverture sociale. Est-ce qu'il faudra faire avec ou contre alors en Allemagne, il y a aussi des chauffeurs Uber et d'autres formes de ces économies numériques. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre Uber qui est un VTC, un service de VTC, et l'application Uber Pop qui est celle qui est particulièrement contestée parce que... Qui permet de réserver donc à partir de son smartphone ou son téléphone. Parce que là, vous avez affaire à des particuliers, à des chauffeurs qui n'ont aucune licence, pas d'assurance, rien du tout, qui vont pas payer de charges ni d'impôts là-dessus. C'est plus ou moins du travail dissimulé. Je suis d'accord avec ce que disent les taxis. Et donc, en Allemagne, cette application Uber Pop a été interdite par les tribunaux. Et c'est ce que veut faire François Hollande. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en Allemagne, Uber se tient à cette interdiction. C'est interdit et Uber s'y tient. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas en France? Alors pour moi, j'ai deux explications. La première, c'est la lenteur de la justice française. On attend, Uber Pop est interdit, mais on attend le Conseil constitutionnel qui doit trancher, ça peut encore prendre 3 mois. Et pendant ce temps, Uber Pop en profite. Et l'autre explication que j'ai, c'est qu'en France, le marché du taxi est à un point réglementé, que la pénurie des taxis est très forte, que le taxi est cher et que donc vous avez beaucoup à gagner à vous engouffrer dans cette différence-là, dans ce différentiel. Alexandra, rapidement, je crois qu'au Canada aussi, à Montréal, il y a eu aussi des frondes anti-Uber. Des frondes, tout à fait, parce qu'en fait, Uber, c'est une société géniale. Je veux dire, ils ont profité de 2 ou 3 éléments
qui sont présents pas seulement en France, mais un peu partout. C'est-à-dire un monde du taxi assez corporatiste un peu partout. Au Québec, c'est la même chose. C'est des licences à $200 000 ou $250 000, des permis de taxi sur lesquels on s'est entendu. C'est pas juste les chauffeurs entre eux, là, c'est les États, les pouvoirs publics qui se sont entendus. Et maintenant, on dit, c'est vous qui perdez de l'argent. Bon, ça y est, attention, là. Donc, il y a ça, d'une part. Et d'autre part, tu as énormément de chômeurs un peu partout. Aux États-Unis, un peu moins. En France, plus. Au Canada aussi. Et ces gens-là veulent arrondir leur fin de mois, ils veulent travailler, etc. Donc, ils se sont engouffrés dans la brèche. Mais, je veux dire, ils le font avec des méthodes de Far West à peu près inacceptables. Ça veut dire, ils arrivent et ils vont contre la loi. Et tant que ça n'a pas été entériné par les tribunaux, ils vont continuer. Alors, au Canada, on saisit les voitures maintenant. Systématiquement, on saisit les voitures. Mais il y a un potentiel de violence à peu près aussi grand qu'en France. Sur Slate.fr, il y a Uber, le travail en miettes et l'économie du partage des restes. Est-ce que c'est pas aussi ça? C'est exactement ça. Alors, ça va être facile. C'est aussi des services moins chers pour des gens qui ont besoin de payer moins cher. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, ça va être d'autant plus facile. Mais par exemple, même Uberpop dont on parle, Uberpop est lui-même concurrencé par d'autres sociétés, par exemple Hitch ou d'autres, n'est-ce pas, qui arrivent. Non, pardon, je suis désolé. Bon, voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais qui sont, on a cité Uberpop, donc qui sont encore moins chers, qui arrivent à être encore moins chers. C'est aujourd'hui, le numérique, l'économie numérique est fantastique parce qu'elle peut être une création. Mais ça peut être aussi totalement autre chose. Bien sûr, c'est ni blanc ni noir. Enfin, on est dans le gris avec le numérique. Et en fait, le problème aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner, c'est une certaine forme de travail en miettes, pour reprendre la fameuse phrase du Didier Morin il y a des décennies, mais là nous y sommes. Et puis, surtout, c'est la guerre des pauvres contre les pauvres. Puisque le marché du travail est tel qu'on se partage les restes. Et on se dit, voilà, vous devriez être contents, et au profit des riches. Uber, au profit des riches. Parce que les pauvres... Qui en profite le plus? C'est très simple. Les pauvres peuvent très bien se taper les pauvres, et inversement. Mais tout tant que les riches ont l'application, ça va pour eux. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple. D'abord, la déclaration du fondateur de Uber qui a dit cette phrase géniale. Nous sommes engagés dans une bataille politique. Notre adversaire est un connard qui s'appelle Taxi. Et ça, c'est une déclaration de M. Kalanick, le fondateur d'Uber. Voilà, c'est ça. Et deuxième chose, à Toronto, donc Uber qui est tellement moins cher, etc., il y a une grève des transports en commun. Et alors, Uber, tout d'un coup, en quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures, a monté avec des algorithmes, à monter les prix de ces courses du simple au double. Alors évidemment, tout d'un coup, et là, ils sont allés un peu fort. Alors la population, qui est quand même en général assez favorable à Uber parce que ça leur fait économiser un peu d'argent, les gens ont dit « Oh, ils sont pas si philanthropes que ça, alors !» Et là, ils sont allés un petit peu fort. Ils ont fait la même chose en Chine, parce que là, ils essayent, leur gros marché, c'est la Chine. Maintenant, ils rentrent sur le marché chinois. C'est incroyable. Et les marchés sur lesquels ils sont entrés, c'est des marchés municipaux. Ils rentrent dans une grande municipalité de 10 millions d'habitants, et aussitôt qu'ils ont le marché, ils doublent les prix. Et voilà, et c'est plus Uber à 5 € la course. Dès qu'ils sont au monopole. Bien sûr. Voilà. Cela dit, quand même, le mot de la fin, Benjamin. Oui, on peut quand même relativiser un petit peu. C'est-à-dire que sans être un libéral fanatique, malgré tout, si on a plus de concurrence, c'est quand même aussi bon pour le consommateur potentiellement. Donc, c'est pas complètement les pauvres contre les pauvres et les riches qui en bénéficient uniquement. Il a raison quand la concurrence se fait à armes égales. Parce que le principe du libéralisme, c'est le principe de contrat et le principe aussi de régulation, c'est ce qu'on oublie aujourd'hui. C'est très important. Merci, ce sera le mot de la fin pour cette dernière émission de la saison, avec, pour finir l'émission, évidemment, les dessins de Dilemme. La semaine de Dilemme, Daesh qui a frappé un grand coup. Voilà le premier dessin, évidemment, qui suit l'actualité de ces attentats. C'était vendredi dernier, donc je le rappelle, en France, en Tunisie et au Koweït. C'est la canicule, là aussi, Tunisie, Somalie, Koweït, France. Autre dessin de Dilemme, les Grecs n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et ça nous fait plus de liquidité, nous dit Dilemme. Oui, c'est assez trash, on va dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Les Américains ont écouté Chirac, Sarko et Hollande. Si ça peut vous rassurer, les Français ne l'ont jamais fait, eux. Écoutez leur président, voilà, je traduis. Et puis, dernier dessin, les revendications des taxis satisfaites. Maintenant, on remet les compteurs à zéro, voilà, avec les autorités françaises qui cherchent donc à interdire cette application Uber. Et puis un tout dernier dessin pour finir. On va finir avec ce beau drapeau multicolore, avec évidemment la légalisation du mariage gay aux États-Unis cette fois-ci.
c'est acté, c'est fait. C'est aux États-Unis. Merci de votre fidélité. On espère vous retrouver tous à la rentrée. On vous souhaite évidemment un très bel été sur TV5 Monde.